Eh bien bonjour à tous, c'est Alex pour Space Game Tech, j'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine on se retrouve pour le récap hebdomadaire concernant le spatial, puisque au niveau high-tech il s'est pas passé grand chose, je vous l'avoue. Lundi, après leur dernière phase d'entraînement ainsi que leurs examens de pilotage de Soyuz réussis haut la main la semaine passée, les deux membres d'équipage de l'expédition 51, Jack Fisher de la NASA et Fyodor Yuchikhin de l'agence spatiale russe Roscosmos, ont donné une conférence de presse au centre d'entraînement Yuri Gagarin à la Cité des Étoiles à Moscou. Ils devraient décoller à bord du Soyuz MS-04 le 20 avril prochain depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Mardi, après 2 semaines de mouvement social et de grève massive en Guyane, le centre spatial de Kourou opérant pour le CNES et l'ESA a été victime d'une prise d'otage. En effet, depuis près de 2 semaines, les vols programmés ont été annulés, impliquant ici le satellite SGDC CORESAT 7 ainsi que le satellite E172B qui a dû repartir pour Toulouse chez son fabricant Airbus Defence Space. Ces événements entraînent le report de d'autres lancements, comme celui de la fusée Soyuz, emportant le satellite de télécommunication SES-15. Le même jour, la navette X-37B battait le record de l'engin top secret resté le plus longtemps en vol, plus de 684 jours. Cet appareil a été envoyé le 20 mai 2015 par l'armée américaine. Depuis, le Pentagone n'a pas levé le voile à son sujet. Alors à quoi servirait-il? D'un bombardier orbital ou d'un simple drone de reconnaissance? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mercredi, toujours en Guyane, les manifestants quittaient le centre spatial de Kourou après l'avoir occupé la veille. Ces derniers reprochent les grandes entreprises, le gouvernement ainsi que l'Union européenne de ne pas profiter des retombées économiques du programme spatial Ariane. De même pour le poids des investissements massivement dépensés pour les fusées et non pour d'autres infrastructures ou pour les populations dans le besoin. Le même jour, Richard Branson, le patron de Virgin Galactic, annonçait le premier vol touristique au-delà de l'atmosphère d'ici 2018, avec un vol d'essai prévu quant à lui dès la fin de cette année, à bord du VSS Unity, le successeur du Spaceship Two. On rappelle que Branson n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'en 2014, sur un des premiers essais en vol, la navette s'est écrasée dans le désert de Mojave, tuant l'un de ses pilotes. Mais rappelons que Elon Musk et SpaceX sont également dans la course pour réaliser le premier vol commercial à bord de leur capsule Dragon 2, dérivé du cargo qui livre du fret à l'ISS, le SpaceX Dragon. En revanche, ce coup-ci, l'agence privée, dès février, avait annoncé pour l'été 2018 vouloir emmener 2 personnes privées dans un aller-retour Terre-Lune. Affaire à suivre. Encore le même jour, la NASA faisait 2 annonces importantes. La première, celle du retour sur Terre des membres d'équipage de l'expédition 50, Shane Kimbrough et Andrei Borisenko et Sergei Ressikov. Après 173 jours de mission, les 3 hommes rentreront de leur séjour à bord de la station dans la nuit du 10 au 11 avril, dans les steppes du Kazakhstan. La seconde annonce portait quant à elle sur la prolongation de la mission de l'astronaute Peggy Whitson. En effet, la NASA a décidé de lui donner 3 mois supplémentaires, elle ne rentrera donc pas en juin avec Thomas Pesquet et Oleg Novitsky, mais en septembre avec les membres de l'expédition 51 pour entrer à 3 à bord du Soyuz MS-04. Whitson se réjouit de cette décision, et suite à cette mission de 9 mois, elle aura cumulé au total près de 700 jours dans l'espace, mais aussi près de 54 heures de sortie extravéhiculaire tout au long de sa carrière. Une véritable vétérante de l'espace. Jeudi, les membres de l'expédition 51 sont arrivés au Kazakhstan pour finaliser leur dernière préparation avant leur vol le 20 avril prochain. Leur mission à bord de l'ISS devrait durer 4 mois et demi jusqu'en septembre où ils reviendront avec Peggy Whitson. Ils ont pu finaliser certaines procédures comme le test de leur combinaison qu'ils utiliseront pour voyager à bord de leur Soyuz. Ils étaient également accompagnés de leur doublure Sergej Ryanzansky et Randy Bresnik qui le rejoindront en mai avec Paolo Nespoli pour constituer l'équipage des expéditions 51-52. Le même jour, Boeing dévoilait 2 concepts spatiaux. Le premier n'est autre qu'une station appelée Deep Space Gateway qui orbiterait la Lune avec plusieurs ports d'amarrage pour permettre à des équipages d'y vivre et d'y travailler. On aperçoit d'ailleurs sur la photo le vaisseau Orion de la NASA raccordé au module de service européen. En plus de ses fonctions de laboratoire, la station constituerait un point de lancement vers la planète Mars à bord d'un vaisseau nommé le Deep Space Transport Vehicle, équipé de panneaux solaires boucliers protégeant l'équipage des rayons cosmiques, ainsi que d'un atterrisseur. Ce vaisseau a de quoi être prometteur pour les futures missions vers la planète rouge. Boeing annonce le lancement de ce projet dans la prochaine décennie. Ça laisse rêveur. Vendredi, une grande cérémonie en Virginie était rendue en l'hommage d'une figure de l'espace aux États-Unis, John Glenn, disparu le 8 décembre dernier à l'âge de 95 ans. Véritable légende du vol spatial avec 2 missions historiques, celle du premier homme américain à être placé en orbite le 20 février 1962 et le plus âgé à effectuer un vol à bord de la navette Discovery à l'âge de 77 ans en 1998. Son enterrement au cimetière national d'Arlington a réuni le sénateur américain ainsi que l'un des instructeurs de la NASA. Sur ce, j'espère que ce récap vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve à une prochaine. Salut!